Mais que se passe-t-il avec Lane Hutson? Recrue de l'année, saison record, éligible à une prolongation de contrat. Pourquoi diantre n'est-il donc pas encore sous contrat à long terme avec le Canadien? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Une des questions qui revient le plus dans les sections commentaires récemment est la suivante. Commences-tu à être inquiet que Lane Hutson ne soit toujours pas prolongé? La réponse toute simple? Non, pas pantoute. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Ciao! Ben non, c'est une joke. Plus sérieusement, non, je ne suis pas inquiet du tout pour plusieurs raisons. 1. À quiconque est inquiet à l'idée de voir Hutson se faire tendre une offre hostile l'an prochain, sachez qu'il n'y est pas éligible. Pourquoi? Un joueur doit avoir joué un minimum de 3 saisons pour pouvoir se voir offrir et accepter une offre hostile, et le palier de matchs à atteindre pour qu'une saison soit comptée est de 10. Hutson a brûlé la première année de son contrat en 2023-2024 en jouant 2 matchs. Il ne sera donc pas éligible. Même chose d'ailleurs pour Ivan Demidov l'année suivante. Dormez sur vos 2 oreilles à ce sujet-là. Également, il reste encore plus d'1 an. Oui, ce serait sensationnel pour vous, fans du Canadien, qu'Hutson est déjà signé, mais soyons 100% honnêtes. On est loin d'avoir quelconque raison de s'inquiéter pour de vrai à l'heure actuelle. Il ne devient pas agent libre sans restriction l'an prochain. Et comme je viens de le dire, il n'est même pas éligible à une offre hostile. En théorie, son avenir à Montréal n'est vraiment pas en danger, quoi que ce soit. Mais pourquoi est-ce qu'un joueur comme Hutson n'a-t-il pas été prolongé dès que possible? Personnellement, je ne parlerai pas pour vous, là, je l'attendais et surtout, comme Juraj Slafkovský, je pensais que ça allait se faire. Donc pourquoi ça n'a pas été fait encore? C'est ce qu'on va essayer d'expliquer dans cette vidéo. Et tout juste avant de poursuivre, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet en quête de bon contenu hockey en français. T'es à la bonne place. Et si t'es ici pour la première fois, prends 0,5 secondes de ton temps pour t'abonner à la chaîne et aussi aimer la vidéo. On a comme objectif d'atteindre 25 000 abonnés d'ici la fin de l'année et ton aide serait grandement appréciée. Et si tu peux pas, c'est correct, je comprends ça. Mais sache que tu fais de la peine au pauvre Pikachu et ça, c'est pas fin. Donc, Lane Hutson, recrue de l'année, 66 points et un autre 5 en autant de matchs de série. Lane, voici les contrats que signent les joueurs qui ont fait ce que tu as fait comme recrue. Signe ici. Le tour aurait dû être joué. Non. C'est de façon beaucoup trop simpliste, sommairement, ce à quoi je m'attendais personnellement. Hutson a eu une production similaire aux Cale Makar, Quinn Hughes et Adam Fox de ce monde comme recrue et il mérite de se retrouver dans ces eaux-là. Également, et surtout, j'étais d'avis que le CH ne faisait que prendre le risque qu'Hutson fasse encore mieux à l'an 2 et que l'équipe doive encore plus sortir le chéquier pour retenir ses services à long terme. Sauf que, à ce sujet, les chances que ça arrive, pas très élevées. D'abord, à moins qu'il fasse carrément 85 points, ce qui me semble invraisemblable, mais bon, comptez pas sur moi pour dire impossible, parce qu'apparemment, en plus de ne pas être gaulois, impossible n'est pas Lane Hutson. Donc, à moins de faire au-dessus du point par match, Hutson a déjà une production qui lui permet de demander sans gêne un contrat de 9,5 millions. J'ai expliqué en détail pourquoi dans un épisode que vous pouvez écouter juste ici, mais pour résumer, Hutson a obtenu 0,8 points par match comme recrue. C'est plus que Quinn Hughes et Adam Fox. En fait, seul Cale Makar a fait mieux, quoique sur une saison écourtée dans le cas de tous ces gars-là. Makar a signé après l'an 2, où il avait confirmé, voire fait encore mieux que ce qu'il avait fait à sa saison recrue, avec 44 points en 44 matchs. Il a quand même signé à 9 millions, mais au moment où il a signé ce contrat-là, c'était déjà vu par plusieurs comme une aubaine. Il a par contre signé pour seulement 6 ans. Quinn Hughes maintenant. Après s'être battu toute la saison avec Makar pour le titre de recrue de l'année en 2019-2020, Quinn Hughes n'a pas fait le même saut en avant que le défenseur de l'Avalanche à l'an 2. Hughes a stagné, si on peut dire ça ainsi, voire eu une micro-régression, là, j'insiste sur micro, passant de 0,78 à 0,73 points par match, alors que Makar frappait le point par match pile poil comme recrue.
Hughes, tout comme McCarr, a signé un contrat de 6 ans en 2021, mais pour 7,85 millions par saison. Une différence de près de 1,2 million. Pas la plus grosse aubaine en dollars LNH, mais quand même. Depuis ce temps, Hughes, tout comme McCarr, est devenu un des meilleurs défenseurs de la LNH et a atteint un sommet jusqu'ici dans sa carrière de 92 points en 2023-2024, année où il a gagné le trophée Norris. Et quand je regarde ce que McCarr a fait à l'an 2 et comment, malgré ça, ça ne lui a pas fait signer un contrat de plus de 10 millions, ce qui aurait été amplement mérité, et comment, au contraire, une légère stagnation a fait en sorte que Hughes a signé, encore une fois, seulement, entre guillemets, 7,85. Je me dis que c'est peut-être là l'idée de Kent Hughes et Jeff Gorton. Prouve-nous, Lane Hutson, que ton 9, 9,5, 10, peu importe, tu le vaux vraiment et on va te le donner avec plaisir. À rappeler également que contrairement à Hughes et McCarr, Hutson n'est pas un haut choix au repêchage. Je le mentionne simplement parce que le fameux pédigré, ça peut jouer. Exemple, Sidney Crosby entre dans la ligue, fait 100 points l'an 1, tout le monde se dit, ben oui, pas attendons l'an 2 pour voir. Ce que plusieurs se disent avec Hutson, personnellement, c'est pas mon cas, mais ça se défend. Donc, est-ce que le Canadien prend le pari qu'attendre 1 an pourrait leur rapporter dans le dossier Hutson potentiellement beaucoup? Et je dois admettre d'ailleurs que j'avais tort à ce sujet. En juin, vous m'auriez posé la question et je vous aurais dit que le Canadien a pas mal plus de chances de se brûler et voir Hutson faire encore mieux et donc sortir un pas mal plus gros montant pour son deuxième contrat. Comme je dis, je pense que je me suis trompé. Quand on regarde comment, malgré un an 2 exceptionnel, McCarr n'a pas signé un contrat digne de ce que signent les plus grosses vedettes à l'attaque de sa génération et qui font l'équivalent de ce qu'il fait en défense. Soyons honnêtes. À l'an 2, Cale Makar, 1 point par match, c'était du jamais vu depuis je ne sais trop combien d'années. À ceux qui diraient d'ailleurs que ça peut être un jeu dangereux, envenimer les relations, etc., de laisser Hutson jouer cette année sans contrat, ben de un, je viens de le dire, Makar a joué l'entièreté de son contrat d'entrée et signé ensuite. Même chose pour Hughes. Quoique dans son cas, ça semble battre de l'aile à Vancouver, mais pour des raisons bien différentes. À Montréal, Caulfield a joué l'entièreté de son contrat. C'est de la business. Je vous dirais de ne pas s'inquiéter à ce sujet-là parce que Hughes n'est pas Marc Bergevin. Il n'y a pas encore une feuille de route qui nous permet de se questionner sur la façon dont il négocie. Souvenez-vous, dans l'ère Marc Bergevin, les dossiers d'Anneau, Markov, Radulov. Je veux dire, quand un gars n'est pas content de la façon dont les négociations se sont déroulées, c'est une chose. 2, mais là, quand ça devenait un pattern, tu disais, oups, peut-être que Big Marc, hein? En tout cas, on n'est pas ici pour faire le procès de l'ère Marc Bergevin. Là, ça, ce serait pour une autre vidéo. Bref, ça ne semble pas être un problème jusqu'ici avec Kent Hughes. Tout le monde semble très heureux des contrats qu'il signe, etc. Donc, peut-être éventuellement, mais pour le moment, il n'y a pas de raison de s'inquiéter à ce sujet. Deuxième élément. Il y a un dossier à suivre présentement dans la LNH qui est pertinent au cas Lane Hutson, c'est celui de Luke Hughes au New Jersey. Hughes est agent libre avec restriction au moment de l'enregistrement de cet épisode. Tom Fitzgerald, DG de l'équipe, avait dit qu'il était la priorité cet été. Faut croire que les DG de la LNH sont comme nous tous. Des fois, des priorités, ça traîne, comme le trou dans le mur que t'as toujours pas patché. Luke Hughes a été repêché 4e au total en 2021 et c'est un stud. Mais statistiquement, il n'a pas encore mis sur le tableau des chiffres ridicules comme son frère, Makar, ou même Hutson, dans sa seule saison jusqu'ici. D'excellents chiffres, 47 et 44 points respectivement. Le deuxième fait en seulement 71 matchs. Donc, jusqu'ici, dans la LNH, en 2 saisons, Luke Hughes, c'est un gars qui frôle le 50 points, mais pas tout à fait dans la même catégorie. Vous pourriez donc argumenter qu'il n'est pas incomparable pour Hutson, mais soyons honnêtes, il l'est. Mais aussi, il y a un élément de plus. Depuis des mois maintenant, on sait que le plafond va sauter de façon drastique. 95,5 millions l'année qui s'en vient, 104 en 26-27 et 113,5 en 27-28 du jamais vu, tant en pourcentage d'augmentation qu'en durée. Jamais la Ligue n'a annoncé ses projections sur plusieurs saisons de la sorte. Et donc, depuis ce temps qu'on se demande quel impact ça va avoir, ça, sur les prolongations de contrats à venir, particulièrement des jeunes joueurs. Et Luke Hughes est le genre d'agent libre avec restriction qui va nous donner une idée. En fait, Elliot Friedman avait ceci à dire récemment au 32 Thoughts podcast. Je pense qu'avec la montée du plafond, le marché se réinitialise. Je ne pense pas que ce sera un problème de signer ces joueurs. Ici, il est question de Hutson et Hughes, mais que le sweet spot
pour ces deux équipes et joueurs sera un défi. Lane Hutson initialement. Le Canadien le voulait probablement sous le montant de Nick Suzuki. Mais maintenant, on regarde le contrat de Noah Dobson. Si Hutson veut du terme, ce sera probablement plus près de Dobson. Donc, quel est le sweet spot? Je crois donc qu'on se dirige vers une réinitialisation des contrats et qu'on cherche le point de rencontre. Il y a deux choses à retenir ici, à mon avis. La première, les équipes et les joueurs ont effectivement de la difficulté à jauger la valeur par rapport au plafond salarial lorsqu'ils montent de façon relativement constante ou qu'ils stagnent même, comme ça a été le cas en raison de la COVID. C'est plus facile. Quand il fait un bond comme ça, comment on regarde ça? Prendre simplement le pourcentage sous le plafond au moment de la signature est-il trop simpliste? Parce qu'en temps normal, c'est grosso modo une des bonnes façons d'évaluer ou d'estimer le montant auquel un joueur va signer. Pour vous donner une idée, si Hutson signait exactement le même contrat en termes de pourcentage du plafond salarial que Quinn Hughes l'été prochain, on parlerait d'un contrat de 10,015 millions de dollars. Scénario hypothétique où Hutson fait comme McCarr, près du point par match l'an prochain et signe un contrat équivalent à celui-ci, on parlerait d'un contrat de 11,48 millions. Si ça sonne fou, c'est que ça l'est. Et pourtant... Donc, d'un côté, tu auras les agents qui vont pousser vers ça. Non, le plafond a monté, c'est plus la même conjoncture. Il faut penser au pourcentage. Et en pourcentage, Lane Hutson vaut, exemple, 10,5, 11, peu importe. De l'autre côté, les DG vont dire wow, minute, là, on ne peut pas complètement ignorer les contrats en cours, l'échiquier actuel, donner un contrat de 11 millions à Lane Hutson, ça n'a pas de bon sens. On risque de se rencontrer quelque part au milieu, mais cette situation particulière est peut-être plus difficile à gérer qu'anticiper, tant pour les agents que les DG. Deuxième chose, c'est pas 100% lié, mais j'aurais aimé que Friedman élabore quand il dit que l'équipe espérait peut-être initialement le signer pour légèrement moins que Suzuki. Parce que, d'abord, quand il dit ça, il parle de quand? Au début de la saison, dans leur projection comme long terme, en se disant que Hutson, il va rentrer, faire 35, 40, 45 points, il va le signer sous le montant de Suzuki, tout va être beau. Ou à la fin de la saison, dans quelle optique de contrat? Contrat pont? Parce que à long terme, aucune chance. Aucune chance, même le 27 juin 2025, que le Canadien pensait signer Hutson sous le AAV, la moyenne de Nick Suzuki. Ça n'a pas de bon sens. Aucune chance. La seconde où Hutson a fait tout ce qu'il a fait cette année, c'était clair que l'échiquier du CH venait de changer. Les deux joueurs susceptibles de faire changer cet échiquier étaient Hutson et Ivan Demidov, si ceux-ci accomplissaient sur leur contrat recru ce qu'on pensait qu'ils pouvaient accomplir. Dans le cas d'Hutson, c'est fait. Ou du moins, il y a une année de fait. Il en reste une autre pour être 100% fair dans ce dossier-là. Et maintenant, même si c'est confirmé, en fait, avec l'acquisition de Noah Dobson, qui, lui, l'a réinitialisé l'échiquier salarial du Canadien. Donc, à quel moment exactement le Canadien pensait-il, pour moins de 8 millions, avoir Lane Hutson? J'aurais aimé le savoir, parce que si c'est genre en juin, loin de moi l'idée de penser que je suis plus brillant que Ken Hughes, c'est vraiment, vraiment pas le cas. C'est le contraire même. Mais il me semble que ça n'a pas de sens. Si l'état-major du Canadien pensait encore que Lane Hutson allait arriver et dire « Ouais, donnez-moi 7,75 », ça n'a pas de bon sens. Je pense encore que c'est pas utopique de croire que Hutson peut signer un contrat avantageux pour l'équipe avant le début de la saison régulière. Ne négligeons pas à quel point dans un marché comme Montréal, ça pourrait facilement devenir une distraction s'il jouait sans être renouvelé. Mais contrairement à il y a quelques semaines, je ne crois plus que ce serait un constat d'échec pour le Canadien si Hutson jouait la saison qui s'en vient sans nouveau contrat. Je suis capable d'imaginer un scénario probable dans lequel il pourrait quand même être sous un excellent contrat, même s'il signait seulement à l'été 2026. Qu'en penses-tu? Laisse-moi savoir, comme toujours, en commentaire. Merci aux membres de la chaîne pour leur support, particulièrement ceux au niveau des loges, mais tous, il n'y a pas de petit membership. T'as aimé ce que t'as entendu et en veux plus? Clique ici pour un autre et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!